On va étudier dans cette vidéo une deuxième famille d'oscillateurs électroniques, celle des multivibrateurs instables, qui sont des montages capables de générer des signaux triangulaires ou créneaux, tels que ceux qui s'affichent ici. Alors pour développer la théorie, on va s'appuyer sur l'exemple du multivibrateur astable à intégrateur idéal, dont on détaillera une première version afin de donner une présentation générale de ces oscillateurs. On continuera par une description de leur fonctionnement et par une description de la modification de ce que l'on appelle le rapport cyclique de ces oscillateurs. Ensuite, on verra une deuxième version de ce montage et on terminera l'étude par un dernier montage, le multivibrateur astable compact. Donc, quel que soit le montage étudié, un multivibrateur astable présentera systématiquement la même structure. Il sera constitué à chaque fois d'un comparateur à hystérésis. Donc on va prendre ici un comparateur à hystérésis non inverseur, donc c'est un montage qu'on a déjà étudié dans une vidéo précédente, et on le rappelle ici, il se caractérise par un diagramme entrée-sortie qu'on fait apparaître sur le montage. Ensuite, la deuxième partie de l'oscillateur sera un intégrateur. Là aussi, on utilise un montage déjà étudié, l'intégrateur inverseur. Et donc, ce type de montage se caractérise par une relation temporelle entre l'entrée et la sortie, en l'occurrence une relation d'intégration qu'on fait apparaître ici. Donc pour ces deux montages déjà étudiés, vous pourrez trouver en lien de dans la description de cette vidéo les liens vers les vidéos correspondantes. Alors ensuite, ces deux parties du montage vont être bouclées, donc on va utiliser un fil pour connecter la sortie de l'intégrateur à l'entrée du comparateur, et on va pouvoir constater, comme pour les oscillateurs quasi-sinusoïdaux, qu'il n'y a à aucun endroit dans le circuit une tension variable imposée. On n'utilise pas de GBF ici. La raison, c'est la même que dans la vidéo précédente. C'est le montage lui-même qui, grâce à ces oscillations, va générer une tension variable. Alors pour étudier ce montage, on va tracer l'évolution temporelle des tensions, donc la tension U2 en sortie du comparateur et la tension U3 en sortie de l'intégrateur, qui est égale à la tension U1 en entrée du comparateur. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va allumer le montage, quand on va allumer les alimentations donc des alis, la tension U2 va être égale à plus Vsat ou moins Vsat, hein, c'est un comparateur donc qui fonctionne en régime saturé, et ensuite, suivant le fonctionnement qu'on va justement décrire dans cette vidéo, il va y avoir basculement régulier, périodique, entre les deux saturations, plus Vsat et moins Vsat. Et donc, l'astuce pour la résolution d'un exercice, c'est de considérer qu'à l'instant t égale 0, on a tout juste basculement. Donc t égale 0, c'est pas l'allumage du circuit, c'est une situation dans laquelle il y a basculement. Les oscillations ont déjà commencé et il y a basculement. Donc on choisit ici le basculement de moins Vsat à plus Vsat et on fait apparaître donc cette tension U2 constante égale à plus Vsat sur le diagramme. Et donc si on regarde le diagramme entrée-sortie du comparateur, on voit que s'il y a basculement de moins Vsat à plus Vsat à cet instant, c'est que la tension U1, donc qui est aussi la tension U3, a atteint ce seuil, le seuil V0. Alors il y a une autre chose qui est écrite ici, c'est que la tension U3 va varier de manière continue, et la raison c'est que la tension U3 est la tension de sortie de l'intégrateur, mais aussi la tension en borne de la capacité. On l'a fait apparaître sur le schéma, mais on peut s'en convaincre, parce que U3, c'est la différence de potentiel entre la sortie de la lie et la masse, mais si on regarde la flèche du haut, on a la même chose. À droite, bien sûr, c'est l'armature droite, la sortie de la lie, et à gauche, c'est le potentiel, c'est le point qui est au potentiel V-, qui est égal lui aussi, qui est égal au potentiel V+, l'entrée plus étant connectée à la masse, c'est aussi le potentiel nul. Donc les deux tensions sont les mêmes. U3 est donc une tension aux bornes d'une capacité et va donc varier de manière continue. Alors on fait apparaître ce seuil sur le diagramme, et ensuite on va déterminer pour les instants ultérieurs au basculement, la tension U3, en fonction du temps. Donc on utilise la relation temporelle, en remplaçant la tension initiale par cette tension qui va induire le basculement V0, et on remplace la tension d'entrée U2 par la valeur plus Vsat, compte tenu de l'hypothèse dans laquelle on s'est placé. Alors, on résout ça, et on trouve une évolution affine décroissante. Donc on l'a fait apparaître sur le schéma, et on peut ici peut-être donner une explication physique à cette décroissance de la tension U3, en remarquant finalement qu'à l'instant t égale 0,
la tension U3 positive correspond à une accumulation de charges sur la capacité, donc de la façon qui est représentée sur le schéma, des charges positives à droite et des charges négatives à gauche. Et ensuite, eh bien, la tension U2 étant égale à plus Vsat, on va avoir un courant qui va se déplacer de la gauche vers la droite, donc si on représente ce qui serait un déplacement de charge positive, il se ferait dans ce sens-là, ce qui va induire une décharge de la capacité. On va se retrouver à un moment avec une capacité qui aura une tension à ses bornes nulle, donc ça correspond à une décroissance, on passe de plus V0 à quelque chose de nul, et ensuite le courant va continuer de faire accumuler des charges sur les deux armatures, mais dans le sens opposé. Cette fois-ci, on peut voir qu'on aura une tension U3 qui sera négative, donc on est passé d'une tension positive, qui s'est annulée, et ensuite, avec une polarisation inverse, on a bien une tension U3 qui a décru. Alors, à l'instant T1, donc la tension décroît, U3 décroît jusqu'à une valeur de seuil qui va induire le basculement. On regarde le diagramme entrée-sortie du comparateur. Lorsque la tension U1 en entrée du comparateur, qui est U3, va atteindre moins V0, on va avoir basculement de plus Vsat à moins Vsat. D'accord ? Donc c'est cet instant T1, on fait apparaître ce basculement sur le diagramme temporel, et on va pouvoir calculer, déterminer l'expression de cet instant de basculement. Donc pour ça, on reprend l'expression de U3 en fonction du temps, on remplace T par T1, et la valeur atteinte à cet instant, en l'occurrence, moins V0. Donc on isole, et on a cet instant de basculement qu'on fait apparaître sur le schéma, en remarquant que c'est aussi finalement la durée pendant laquelle le comparateur est en saturation haute. Alors, pour les instants ultérieurs à T1, on va procéder de la même manière. Pour déterminer l'équation temporelle, on utilise l'équation qui est donnée sur le montage pour l'intégrateur. On remplace la tension initiale et la tension U2 par leur expression, moins V0 et moins Vsat. On résout, et on va se retrouver avec une tension, cette fois-ci, affine croissante. Donc pour l'explication physique, là, ça va être exactement la même chose, à savoir que lorsque la tension U2 va être égale à moins Vsat, ce qui serait un déplacement de charge positive, se ferait de la droite vers la gauche, ça va induire une décharge de la capacité, et après un chargement dans le sens initial, et on se retrouve avec une tension positive qui va atteindre de nouveau V0, et on va se retrouver avec un nouveau basculement de moins Vsat à plus Vsat à l'instant T2. Donc on fait apparaître ce basculement, et l'expression de T2 se détermine comme précédemment, et en utilisant donc l'expression de U3, et on isole T2 moins T1, et on fait apparaître cette durée T2 moins T1 sur le diagramme. Donc là, il faut être rigoureux dans les exercices, en fonction de ce qu'on vous demande. En fait, il ne faut pas confondre les dates, T1, T2, T égale 0, qui sont des instants, avec les durées pendant lesquelles il y a des phases hautes et phases basses. D'accord ? Donc là, on a bien noté les instants T1 et T2, et on a exprimé la durée T2 moins T1, l'écart entre ces deux dates. Et ensuite, le cycle va se répéter. Alors, avec le montage qu'on présente ici, on va pouvoir caractériser le montage avec la période des oscillations. Donc on la fait apparaître sur le schéma, et tout simplement, la période va être égale à l'instant T2, qui va correspondre finalement au double de la durée en saturation haute de T1. Donc on utilise l'expression de T1, et ensuite on remplace taux par les caractéristiques de l'intégrateur RC, et on a la période du multivibrateur astable. Alors, avec ce choix, avec ce montage, on peut remarquer qu'on a nécessairement une durée de phase haute qui va être égale à la durée de la phase basse. Et ça, c'est pas toujours ce qu'on veut. On veut parfois un déséquilibre entre les phases hautes et les phases basses. Et donc pour ce faire, on modifie ce que l'on appelle le rapport cyclique. Donc par définition, c'est le rapport entre la durée pendant laquelle on est en saturation haute, on va noter ça taux haut ici, sur la période des oscillations. Donc c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1, et qui, dans le cas qu'on a traité, vaut 1,5. Alors pour faire cette modification du rapport cyclique, on va modifier le montage, et plus précisément modifier la résistance de l'intégrateur. Alors regardez bien, on va la remplacer par un jeu de deux résistances connectées à deux diodes branchées, connectées dans des sens opposés. Alors la conséquence, c'est que
on va avoir dans un cas une seule diode qui va être passante, l'autre sera bloquée, et on va avoir les deux résistances qui vont alterner, qui vont jouer un rôle par alternance. Alors, donc on va tracer l'évolution temporelle, et on se place, donc comme tout à l'heure, initialement avec le cas U2 égale plus Vsat. Donc regardez sur le montage, à gauche, U2 égale plus Vsat, donc c'est un potentiel positif, et à droite des résistances, c'est connecté à la borne moins de la Li, qui est au même potentiel que V+, qui est connecté à la masse. Donc à droite des résistances, on a un potentiel nul. Positif à gauche, nul à droite, eh bien la diode du haut va être passante, la diode du bas va être bloquée. Ce qui fait que dans cette situation, le montage va être équivalent à celui-ci, dans lequel il n'y aura plus qu'une seule résistance de valeur alpha R. Donc pour le comportement du montage, ce sera le même que tout à l'heure, mais la durée de la phase haute ici va être caractérisée notamment par une résistance qui vaudra alpha R maintenant. Alors quand on va passer avec U2 qui va être en saturation basse à moins Vsat, on va se retrouver dans la situation opposée. À gauche des diodes, c'est négatif. À droite, des résistances est toujours nulle. Et donc, c'est la diode du bas qui va être passante. Et le montage va se réduire à une seule résistance de valeur 1 moins alpha R. Et donc, on va avoir une phase de croissance ici qui va être caractérisée par une durée différente, pour alpha quelconque, une durée différente de la phase haute. Donc et ensuite, le cycle va se répéter. Bon, pour l'expression de ρ, du rapport cyclique, on peut remarquer que que la période est la somme des durées de la phase haute et de la phase basse. Et donc, en remplaçant ces durées par les expressions qu'on a trouvées, on obtient quelque chose qui ne fait apparaître que alpha et qui se simplifie, et le rapport cyclique est simplement égal à cette valeur alpha, donc, qui caractérise les deux résistances. Alors, on peut faire une remarque générale ici, c'est que les multivibrateurs astables sont des oscillateurs qui appartiennent à une famille beaucoup plus générale d'oscillateurs, qui sont les oscillateurs à relaxation et qui dépassent le cadre de l'électronique. Alors pour ces oscillateurs, on a une phase de croissance du signal qui correspond à un phénomène d'accumulation. Donc ici, ce serait la charge dans un certain sens de la capacité qui augmenterait. Ce phénomène va se produire jusqu'à ce qu'un premier seuil soit atteint. Et à partir de ce moment-là, on va avoir une deuxième phase qui va s'enclencher, une phase de décroissance, qui correspond à un phénomène de relaxation. Donc, en l'occurrence ici, ça serait la décharge de la capacité, puis une charge dans l'autre sens, jusqu'à ce qu'un deuxième seuil soit atteint, et ensuite le cycle se répète par une phase de croissance, une phase de décroissance, et ainsi de suite. Alors, on verra, quand on fera la mécanique des fluides, un oscillateur à relaxation qui est le vase de Tantale. Et on aura la même chose, une phase de croissance du signal qui va correspondre à un remplissage du vase, et lorsqu'un certain niveau sera atteint, un siphon va s'amorcer, ce qui va induire une phase de décroissance, de vidange du vase, jusqu'à ce qu'un seuil bas soit atteint. On aura le siphon ici qui va se désamorcer, et le vase pourra recommencer à se remplir, et on aura une alternance comme ça de phase de remplissage et de vidange du vase. Alors on peut revenir sur la structure du multivibrateur instable et noter expliquer l'étymologie. Astable, donc A c'est le préfixe privatif, c'est un vibrateur entre deux états qui sont instables, et la commutation est autonome et périodique. Et ceci est possible parce que un des blocs est inverseur et l'autre est non inverseur. Donc là, on avait fait un choix, mais on aurait très bien pu prendre l'inverse. Donc pour faire le même montage, on aurait pu prendre un comparateur, cette fois-ci inverseur, on voit l'entrée U1 qui est connectée à la borne moins, et un intégrateur non inverseur. Et donc ensuite, le système serait bouclé comme précédemment. Alors, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est qu'on a exploité des résultats qu'on avait obtenus dans des vidéos précédentes, mais en fait, quand on étudie un montage dans les exercices ou dans une épreuve de concours, il faut mener l'étude complète et étudier vraiment les deux parties séparément avant d'étudier le fonctionnement global. Donc c'est ce qu'on va faire ici, sur deux montages qui n'ont pas encore été étudiés dans nos vidéos, et ce sera l'occasion de réviser les notions du chapitre 2 sur les ALI. Alors, on commence par le comparateur, on rappelle qu'il se caractérise par un diagramme entrée-sortie qu'il faut établir, et pour ça, il faut avoir dans un premier temps l'expression de la tension différentielle du comparateur. Donc on applique
ici un pont diviseur de tension sur l'entrée plus, qui nous permet de calculer le potentiel V+, et donc de calculer epsilon. Alors ici, on avait insisté là-dessus quand on avait fait cette vidéo, on calcule la tension différentielle sans faire d'hypothèse à ce stade sur la tension de sortie du comparateur. Alors, c'est ensuite qu'on le fait. Donc on suppose la Li en saturation haute, par exemple, U2 égale plus Vsat, et on va pouvoir dire qu'il va y rester tant que la tension différentielle va rester positive. On traduit ça par une condition sur la tension d'entrée, U1 inférieur à V0, donc une tension de seuil dont l'expression est donnée ici. Et ensuite, on va en déduire à l'inverse la condition de bascule. U2 va basculer donc de plus Vsat à moins Vsat quand U1 va devenir supérieur à V0. Alors attention ici, il y a une erreur fréquente qui est de confondre les deux conditions. La condition pour laquelle la Li reste en saturation haute et la condition pour laquelle il y a bascule de plus Vsat à moins Vsat. On n'a pas encore traité le deuxième cas ici. Il faut terminer vraiment, aller au bout, et dire que la Li va quitter la saturation haute quand U1 va devenir supérieur à la tension de seuil plus V0. Donc on fait apparaître ça sur le diagramme entrée-sortie. Et c'est seulement ensuite qu'on passe à l'autre hypothèse. Si on suppose la Li en saturation basse, il va y rester tant que epsilon sera négatif. On traduit ça par une condition sur U1, et ensuite une condition de bascule. U2 va passer donc de moins Vsat à plus Vsat quand U1 va devenir inférieur à moins V0, ce qui apparaît sur le diagramme entrée-sortie. Alors pour étudier l'intégrateur, eh bien ici il va falloir faire une hypothèse qui va être l'hypothèse du régime linéaire. Alors avant on peut déjà appliquer un pont diviseur à l'entrée moins, et on obtient donc facilement que V- c'est la moitié de la tension de sortie. Donc on va faire une hypothèse sur le régime de fonctionnement de la Li. Donc ici il y a une rétroaction négative qui est stabilisante, mais c'est une condition nécessaire qui ne suffit pas à assurer la stabilité du montage, parce qu'il y a ici une rétroaction positive. Donc pour répondre rigoureusement à cette question, il faudra faire l'étude donc globale, comme on l'avait fait dans la vidéo 2 du chapitre 2. Bon, ici, pour gagner du temps, on va pas le faire, et on va admettre que le système est stable, et donc on pourra fonctionner en régime linéaire. Donc, si on fait cette hypothèse, on a V+ qui est égal à V-, bien sûr, et en appliquant la loi des nœuds en termes de potentiel, on trouve une relation directe entre U3 et U2. Donc on simplifie cette équation, on obtient cette équation, et on passe en temporel pour trouver ça. Donc on résout ça de la même manière, de la manière habituelle, du3, et on intègre, et on trouve une relation d'intégration entre U3 et U2, et qui est une relation donc similaire à ce qu'on avait précédemment, sauf qu'il y a un signe plus ici, ce qui traduit l'intégrateur non inverseur. Et on aurait pu s'en rendre compte parce que la tension U2, tension d'entrée de l'intégrateur, est connectée du côté de la borne, de l'entrée non inverseuse. Alors, on fait apparaître ça, et donc là on peut étudier le montage comme précédemment, avec l'évolution temporelle. Alors on va aller un peu plus vite. On fait apparaître les tensions caractéristiques plus Vsat moins Vsat, et les deux tensions de seuil. Ensuite, à t égale 0, on n'oublie pas que l'astuce est de supposer que c'est un instant où il y a tout juste basculement, de moins Vsat à plus Vsat, on fait apparaître cette tension U2, et s'il y a eu tout juste basculement à cet instant-là, c'est que la tension U3 était égale à la tension de seuil, moins V0. Et ensuite, elle va croître, suivant une loi affine croissante, pour atteindre le nouveau seuil. À l'instant T1, le comparateur va basculer de plus Vsat à moins Vsat, la tension U3 va décroître ensuite jusqu'à atteindre donc moins V0, et ensuite le cycle va se répéter avec un basculement notamment à l'instant T2. Alors on va terminer avec un dernier montage qui est le multivibrateur astable compact. Donc quand on regarde le schéma, on ne voit pas tout de suite qu'il y a les deux parties décrites dans les montages précédents. Alors une astuce ici est de proposer un schéma qui est celui-ci, et de faire apparaître quelques points à gauche pour montrer la correspondance entre ces deux schémas. Donc on a le point M à gauche qui est entre la résistance R, la capacité et l'entrée moins. On fait apparaître ce point M à droite. Le point P entre les résistances R1 et R2, l'entrée plus, donc il apparaît là sur le montage de droite. Et enfin le point S
entre donc la sortie, la résistance R2 et R, et donc on le fait apparaître sur le montage de droite. Et les tensions, donc U2 c'est la différence de potentiel entre le point S et la masse, et la tension U1, la tension en borne de la capacité qui apparaît ici. Donc là on a maintenant deux parties qui apparaissent, donc un comparateur, un hystérésis inverseur hein, qu'on vient d'étudier dans la diapositive précédente, donc on fait apparaître le diagramme entrée-sortie, et alors non pas un intégrateur, mais une partie qui va pouvoir jouer le même rôle, on va le voir, qui est donc une cellule RC. Donc on étudie cette deuxième partie, donc de manière très simple, hein, avec un pont diviseur de tension, on trouve la relation entre donc U1 et U2, on la met sous la forme d'un passe-bas du premier ordre qui fait intervenir donc une pulsation propre 1 sur RC. Alors ensuite, donc on passe en temporel, donc pour passer en temporel, on met le dénominateur à gauche, et là on va distinguer deux cas. Le cas où les oscillations du montage vont être de fréquence tellement grande devant oméga 0 que cette équation va se simplifier, on va se retrouver avec cette équation. Et si on passe en temporel, eh bien on se retrouve avec l'équation qu'on avait obtenue dans le cas précédent, celle d'un intégrateur non inverseur, et donc là on se retrouve avec les deux fonctions, les deux caractéristiques du montage précédent, et donc on va pas faire l'étude ici, on aura exactement le même comportement, donc quand on fait cette approximation à très haute fréquence. Donc on va plutôt étudier le cas général ici, et donc dans ce cas-là, on va avoir une relation qui va être une équation différentielle entre U1 et U2. Donc on la note sur le montage, on va s'en servir pour l'étude. Alors, comme précédemment, on va tracer l'évolution temporelle de U2 et U1, et on fait apparaître les tensions plus Vsat et moins Vsat, et la tension de seuil, alors j'ai oublié de le dire, mais ici on va la noter sous la forme bêta Vsat et moins bêta Vsat. Alors, à t égale 0, il y a tout juste basculement de moins Vsat à plus Vsat, donc on a une tension U2 qui est constante, et qui vaut plus Vsat, et donc ceci c'est parce que on regarde le diagramme entrée-sortie, à l'instant t égale 0, la tension U1 avait atteint moins V0, donc on note ici moins bêta Vsat. Et donc on va s'intéresser à ce qui va se passer pour les instants ultérieurs, et il va falloir ici résoudre l'équation différentielle. Donc elle fait apparaître une constante A qu'on détermine grâce aux conditions initiales. Donc la condition initiale, hein, c'est que ça vaut moins bêta Vsat, la tension U1 vaut moins bêta Vsat initialement, et on injecte cette constante après dans l'expression pour trouver l'expression U1 en fonction du temps. Donc on a une solution ici qui va décrire une courbe qui va tendre vers la tension plus Vsat, mais en fait il va se passer une chose avant, c'est que cette tension U1, lorsqu'elle va atteindre bêta Vsat, on regarde sur le diagramme entrée-sortie du comparateur, ça va être la condition de basculement pour que le comparateur passe de plus Vsat à moins Vsat. Donc c'est cet instant-là, on fait apparaître donc les instants T1, l'instant T1, et on va pouvoir donc déterminer, calculer l'expression de T1. Donc on peut dire hein, que à l'instant T1, la tension U1 a atteint bêta Vsat, on injecte, donc on utilise l'expression de U1 de T en remplaçant T par T1 et la tension donc atteinte par bêta Vsat, et ce qui nous permet donc d'isoler T1 et de déterminer donc cet instant de basculement qui est la durée pendant laquelle il va y avoir une saturation haute ici. Alors on fait apparaître cette tension de saturation haute, et ensuite, il y a basculement donc de plus Vsat à moins Vsat, et pour les instants ultérieurs, eh bien ça va être le même cas. On va avoir U1 qui va être solution de l'équation différentielle, qui fait apparaître une constante qu'on détermine grâce aux conditions initiales. Alors ici, j'ai détaillé un peu le calcul, parce que ça va être une source d'erreur. On remplace bien T par T1, ce qui fait que on va avoir l'expression, une exponentielle qui fait intervenir T1 dans l'expression de la constante. Et donc quand on injecte D après dans l'expression générale, on a U1 qui fait apparaître l'intervalle de temps T moins T1. Donc attention ici, hein, c'est pas simplement moins T sur taux, mais l'intervalle T moins T1 qui apparaît. Donc on a une décroissance à partir de l'instant T1 qui tend vers moins Vsat, mais la tension va atteindre la nouvelle condition de seuil, moins bêta Vsat. Il va y avoir donc un passage à l'instant T2 de moins Vsat à plus Vsat, et ensuite le cycle va se répéter. Alors, on peut faire apparaître la période, donc c'est 2 fois l'instant T1,
et donc on peut la calculer en utilisant l'expression qu'on avait trouvée pour T1. Alors on peut conclure cette vidéo en faisant un résumé des choses importantes qu'on a vues ici. Donc on peut déjà retenir finalement la structure d'un multivibrateur instable. Ils seront systématiquement constitués donc d'un comparateur à hystérésis et d'un intégrateur. Ensuite, le système donc, sera un système bouclé. Il n'y aura pas de tension extérieure, tension variable extérieure imposée. La seule source d'alimentation sera les alimentations donc d'un Ali ou de 2 Ali suivant le montage. Alors, ensuite, on peut se souvenir que pour qu'il y ait oscillation entre les 2 états instables, il faut qu'il y ait un bloc inverseur et l'autre non inverseur. Et ensuite, pour la méthode d'étude de ces exercices, on peut proposer donc systématiquement de tracer, de déterminer le diagramme entrée-sortie du comparateur, de trouver la relation temporelle entre l'entrée et la sortie de l'intégrateur. Ensuite, ça nous permet d'avoir une étude temporelle, de dessiner les tensions du montage au cours du temps. On fait un calcul des instants de basculement, ce qui nous permet de déterminer la période, et ensuite, éventuellement, si on veut modifier le rapport cyclique, on se souvient qu'on peut donc modifier la résistance, remplacer la résistance par un jeu de 2 résistances connectées à des diodes branchées donc dans le sens opposé. Voilà. Donc ça termine donc l'ensemble de cette vidéo sur les multivibrateurs instables et même l'ensemble des vidéos sur les oscillateurs. Donc on veillera à bien distinguer les oscillateurs de la première vidéo, donc qui étaient les oscillateurs quasi-sinusoïdaux qui reposaient sur un Ali qui fonctionnait en régime linéaire, avec les multivibrateurs instables qui reposent sur un comparateur, donc qui nécessairement sera en régime saturé ici.